Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Petite Histoire et aujourd'hui on poursuit notre thématique sur les grandes femmes d'État avec un choix assez particulier, je dois l'admettre, puisque j'ai choisi l'impératrice Eugénie pour cet épisode. Je dis un choix assez particulier parce que, comment dire, Eugénie ne peut pas vraiment être définie en tant que grande femme d'État. Par exemple, à côté de Blanche de Castille, ça n'a rien à voir, vous voyez. Mais malgré tout, malgré le fait que pour cette thématique, je n'avais que 4 choix possibles pour 4 semaines donc, j'ai choisi de consacrer un épisode entier à Eugénie. Parce qu'elle a quand même été une grande impératrice, une grande première dame, même avant l'heure, qu'elle a été la dernière souveraine des Français aussi, ça faut pas l'oublier, mais aussi qu'elle souffre d'une légende noire. On l'a décrit, alors quand je dis on, je parle de la canaille républicaine, hein, bien sûr. J'ai dit canaille ? Mince, je voulais dire raclure, mais bref, c'est pas grave. On l'a décrit comme une potiche, frivole, dépensière, mauvaise conseillère, responsable de la guerre comme de la déroute. Bref, son image est vraiment très sombre. Eh bien moi, je tenais à rétablir quelques vérités et à rendre hommage à Eugénie, l'impératrice des Français, car elle mérite, selon moi, beaucoup mieux que ça. Voilà pourquoi j'ai choisi de lui consacrer cet épisode et j'espère qu'il vous plaira. Eugénie, c'est tout d'abord une princesse espagnole, Eugénie de Montijo. Elle est née à Grenade le 5 mai 1826 d'un père espagnol, le comte de Teba, et d'une mère américaine. Et c'est au sein de cette famille très pro-française, on rappelle que Napoléon a occupé l'Espagne quelques années auparavant et que ça s'est plutôt mal passé, c'est donc dans ces conditions qu'Eugénie grandit. D'ailleurs, il s'installe en France en 1835, elle a 9 ans et elle intègre le couvent du Sacré-Cœur à Paris. Et elle apprend beaucoup du monde, non pas grâce à ses études, car elle est un peu indisciplinée, mais grâce aux invités que reçoit sa mère, comme Stendhal par exemple. Franchement, recevoir Stendhal à sa table, c'est pas trop mal quand même, je trouve. Enfin, ça a plus de gueule qu'un dîner avec Xavier Bertrand déjà. Son père meurt en 1839 et dès lors, sa mère va tout faire pour lui organiser un bon mariage et lui trouver un bon parti. Mais Eugénie s'en moque et ne vit que pour les voyages, le théâtre, les bals et elle repousse plusieurs prétendants. Faut dire qu'elle est jolie, du genre très jolie aussi, faut le préciser. En 1847, elle prend officiellement le titre de comtesse de Teba et repart en Espagne où elle devient dame d'honneur de la reine, mais là elle tombe un peu en dépression. Normal, en même temps, comment ne pas tomber en dépression quand on vit en Espagne? Mais bon, ça c'est un autre sujet. Du coup, sa mère la fait revenir à Paris, nous sommes en 1849 et Eugénie se met à fréquenter la princesse Mathilde, cousine d'un certain Louis-Napoléon Bonaparte, qui n'est autre que le nouveau président de la République. Eh oui. Elle rencontre le président le 31 décembre de cette année-là, et lui, il a aussitôt la moustache qui frétille et tombe immédiatement sous son charme. Je le répète, à ce moment-là, Eugénie est considérée comme étant l'une des plus belles femmes de Paris. Elle a un goût prononcé pour le style, les bijoux, les robes. Bref, c'est une femme du monde, une femme d'apparat. On se croirait dans une émission de Stéphane Bern, là, ça va pas. Eh oui, mais c'est le risque aussi quand on choisit une thématique sur les gonzesses, hein, bien sûr. Louis-Napoléon Bonaparte, futur Napoléon III, tombe sous son charme et lui fait sa cour. Alors lui aussi, c'est un gros queutard à l'époque, hein, ça aussi il faut le dire, mais dans un premier temps, Eugénie repousse toutes ses avances et garde sa liberté. Sauf qu'elle le revoit et que petit à petit, elle finit par se laisser conquérir et en 1853, elle épouse celui qui est alors depuis 2 ans devenu Napoléon III, empereur des Français. Parce que président, c'était pas assez bien pour Eugénie, et puis prince-président non plus. Du coup, il aura fallu attendre le lourd titre d'empereur pour faire céder ses défenses. Enfin, certes, Napoléon III a fini par l'avoir, mais il a bien galéré, et d'une certaine façon, on peut dire qu'elle aussi, elle l'a bien attrapé dans son filet, quoi. L'ambassadeur anglais, Lord Cowley, dira, je cite, « Le grand aventurier a été la proie d'une aventurière ». En d'autres termes, ils se sont pécho tous les deux, quoi. Voilà. C'est à partir de ce moment-là, à partir de ce mariage, qu'Eugénie va entamer progressivement sa mue, puisqu'elle va petit à petit abandonner son insouciance volatile pour prendre très au sérieux son nouveau statut, et pas des moindres, impératrice des Français. Parce que, je le précise, et ça aussi c'est quelque chose que ses détracteurs ne disent jamais, Eugénie n'avait absolument pas été préparée à ce statut. Elle n'a reçu aucune formation pour devenir une souveraine, et encore moins souveraine d'un pays aussi conséquent
que la France. En janvier 1853, elle écrit à sa sœur, je cite, « À la veille de monter sur l'un des plus grands trônes d'Europe, je ne puis me défendre d'une certaine terreur. La responsabilité est immense, le bien comme le mal me sera souvent attribué. » Et pourtant, elle se débrouillera très bien. C'est là que ma petite mise au point intervient, parce que certes, oui, Eugénie a gardé certains côtés de sa vie passée. Elle a toujours été très portée sur l'apparence, les fêtes, les bals, les réceptions, la mode, etc. Mais premièrement, ça n'était pas un problème en soi, d'autant que c'est précisément ce qu'on lui demandait aussi, d'être, je cite, l'ornement du trône. Mais surtout, elle a été bien plus que ça. Ornement du trône, c'est dans le discours de mariage de Napoléon III. Je pense qu'on a affaire ici au discours d'un homme qui n'est pas vraiment déconstruit, quoi. Donc Eugénie a été bien plus que ça, et elle a été bien plus intelligente et subtile qu'on ne l'a prétendu. Et quand je dis on, je parle toujours de la crapulerie républicaine. Tiens, crapulerie, c'est pas mal ça aussi. Une décision qui en dit long, par exemple, Eugénie choisira pour modèle Marie-Antoinette et s'évertuera tout au long du règne à ressembler à son idole sur tous les plans, celui de la grâce et du charme, comme celui du caractère. Alors bien sûr, je l'ai dit, Eugénie aime les distractions, les bals, les séjours en cure, Eugénie-les-Bains notamment, mais elle n'est pas que ça. Déjà, elle est une fervente catholique, c'est pas du tout une dévergondée, et elle consacrera beaucoup de temps et d'énergie à aider les plus démunis. Par exemple, elle redonne vie à la société maternelle, elle milite pour le sort des enfants en prison, des femmes, des ouvriers, ou encore elle n'hésite pas, en 1865, à s'exposer pour secourir les malades du choléra. Bref, c'est une souveraine qui, à l'instar de Napoléon III d'ailleurs, accorde beaucoup d'importance au social. Elle se préoccupe donc des pauvres, mais aussi des plus aisés à travers son fameux rôle d'ornement du trône qu'elle remplit à merveille en organisant les fameuses fêtes impériales où elle comble les invités prestigieux de sa beauté et de son esprit. Mais au-delà de ça, elle se montrera aussi très impliquée dans un rôle que Napoléon III, preuve de sa confiance, va lui confier à 3 reprises, celui de régente. Elle assurera la régence en 1859 lors de la guerre d'Italie, à laquelle elle n'était pas favorable d'ailleurs, car catholique et donc inquiète pour les états du pape. En 1865 aussi, lors de la visite de Napoléon III en Algérie, une visite très longue. Et enfin, en 1870, lors de la guerre franco-prussienne. Et si, lors de la première régence, Eugénie va surtout être reléguée à un rôle secondaire de figuration, le Conseil des ministres décidant bien souvent à sa place, elle va petit à petit gagner en expérience, en assurance, en confiance et s'impliquer davantage dans son rôle au fil du temps. Et après la chute de l'Empire, dont elle n'est absolument pour rien, l'exil en Angleterre et la mort de Napoléon III, elle se consacrera cette fois pleinement à assurer l'avenir de son fils, le prince impérial, seul et unique héritier de la maison Bonaparte. D'ailleurs, lorsque celui-ci trouvera la mort en Afrique du Sud, elle ne s'en remettra jamais, bien qu'elle mourra très âgée en 1920 à 94 ans. Ce qui veut dire qu'Eugénie a vécu depuis l'Angleterre la Première Guerre mondiale. Et d'ailleurs, je terminerai là-dessus, elle jouera là aussi son petit rôle. En 1870, elle avait envoyé une lettre au roi de Prusse en lui demandant de ne pas démembrer la France territorialement, chose que ce dernier avait refusé avec mépris. C'est un Prussien, quoi. Eh bien, elle a conservé cette lettre et elle l'a transmise ensuite à Clémenceau en 1918, ce qui permettra, entre autres, à la France de se donner une bonne raison de plus de recouvrer ses territoires perdus. Bref, tout ça pour dire qu'Eugénie n'est certes pas une grande femme d'État au même titre qu'une Blanche de Castille, par exemple, mais elle méritait quand même, selon moi, une petite réhabilitation. Elle a été la dernière souveraine des Français, une grande première dame avant l'heure, et elle a montré bien plus d'implication, de caractère et d'intelligence qu'on a pu le lui prêter avec malveillance. Merci de m'avoir écouté, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette thématique sur les grandes femmes d'État. J'espère que ça vous plaît. À mardi.